Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de WeDoBiz pour une énième émission en direct du Salon des entrepreneurs. Alors on a beaucoup parlé levée de fonds, financement aujourd'hui. On va poursuivre dans cette dynamique, non pas pour dire que la levée de fonds c'est génial, mais pour dire qu'il n'y a pas que ça, de quoi rassurer peut-être certains d'entre vous. Alors Hélène, on accueille tout de suite une... Aurélie, mais énième émission, mais émission unique quand même, parce qu'on a du coup une super future co-animatrice qui va tout de suite nous pitcher en dessin sa boîte. Alors je vous propose à tous d'essayer de deviner ce que c'est. Parce que nous, on sait déjà, avec Mathilde, un petit peu. Mais je te dis pas, sinon on peut plus jouer. Quelle tricheuse. Alors n'hésitez pas dans le public, si vous avez des idées, vous pouvez crier. On peut faire gagner un livre très intéressant. Entreprendre sa vie de couple. Oh là là, super dessin, des spatules. Non, merde. Des ustensiles. Une cuisine. Pardon ? Ustensiles de cuisine. C'est pas oui, mal. Mais alors, c'est pas mal du tout. C'est un début, je crois. Alors, je reprécise pour les candidats suivants que nous n'avons a priori pas le droit d'écrire. Il faut deviner. D'accord. Mais c'était bien tenté. J'entends ma spatule. Hein. Ça a l'air pas mal. Ce que c'est. Ce que vous voyez. Laissez parler votre imagination. Mais atelier cuisine, mais je crois qu'on a quand même dit, on a quand même entendu un masse-spatule. Voilà. Aurélie, je pense qu'il est temps pour vous de venir nous rejoindre, de vous asseoir juste là. Alors Aurélie, dis-nous tout. Enfin, toi tu veux voir, moi je tutoie. Comme ça c'est très bien, on est sur la même longueur d'onde. C'est bien, on va se tutoyer. Alors, spatule, mais encore. Effectivement, alors je suis la cofondatrice de maspatule.com, qui est un site de vente d'ustensiles de cuisine sur Internet. On vend tout pour l'univers culinaire, on a plus de 10 000 produits de qualité. Voilà, tout ça en ligne. Pourquoi pourquoi vendre des ustensiles, mais des ustensiles de cuisine en ligne? Quelle est la plus-value d'aller acheter nos ustensiles de cuisine sur un site e-commerce et quelle est la plus-value de vos ustensiles en particulier? Par rapport à Ikea, par exemple. Alors en fait, effectivement, on a un large choix, donc c'est-à-dire qu'on a une profondeur de gamme et des coloris que vous ne trouvez pas partout. En fait, c'est vrai qu'il y a un choix sur Internet qui est quand même plus impressionnant qui ne tiendrait pas dans une boutique. Hein, ça, malheureusement, c'est vrai. Et c'est vrai que nous, on a à cœur de sélectionner en fait tous nos fabricants. C'est pour ça qu'on parle d'ustensiles de qualité, parce que tous nos fabricants, on les sélectionne selon une charte qu'on a définie. Donc effectivement, alors on n'a pas que des fabricants français, bien sûr, on en a. Vous êtes revendeur. On est tout à fait. On est revendeur de plusieurs marques. On a plus de 250 marques aujourd'hui, dont des grandes marques françaises, Revol, Le Creuset, De Buyer, Montbento. Enfin, on vend tout pour la cuisine. En fait, ça va du colorant, en passant par la poubelle, la casserole, de l'épicerie fine. Oui, c'est pas que les ustensiles en fait. C'est tout pour la cuisine. Donc ça fait 10 000 références qu'on a aujourd'hui dans un entrepôt logistique. Donc ça fait beaucoup de produits. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez créé ma spatule? Alors on l'a créé en 2012, donc ça va faire 7 ans. 7 ans au mois d'avril. Et à l'époque, quand vous l'avez créé, vous avez constaté un réel manque peut-être d'un regroupement de ce qui concernait la cuisine en physique dans les points de vente? Alors c'est vrai qu'en fait à l'époque c'est parti d'un, alors on dit toujours mais c'est vrai, c'est parti d'un besoin perso. En fait je m'installais dans mon appart et je me suis dit où est-ce que je vais acheter des ustensiles un peu sympas, un peu colorés. Alors c'est vrai il y a la grande surface, on les connaît. Je me dis mais voilà, je veux des ustensiles un peu sympas qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, on sait que quand on va aller acheter un livre, on a un leader en tête, on va à la Fnac. Et je me suis dit, dans l'ustensile de cuisine, j'en avais pas. Donc l'idée, en fait, elle est partie de là. Et c'est quoi, je suis un peu curieuse, c'est quoi votre best-seller sur le site? Alors déjà, c'est la pâtisserie. En ce moment, c'est la licorne. C'est la licorne. Ça va peut-être être le lama cet été, mais on est sur la licorne. Et c'est vrai que c'est tout ce qui aide à faire le cake design, en fait, d'une manière générale. Tous les gâteaux, tout ce qu'on voit à la télé. Les rainbow cakes. Les rainbow cakes. Avec des colorants. Des colorants, exactement. La pâte à sucre. Tous les cercles pour faire des tartes, des gâteaux. C'est vraiment lié à l'univers de la pâtisserie, plus précisément, ouais. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, Aurélie, c'est aussi pour parler de levée de fonds, mais pas que. La question qu'on se pose dans cette émission, c'est la levée de fonds, est-ce vraiment le Graal? Pourquoi ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a, quand vous vous êtes lancé, qui vous a peut-être freiné, agacé, handicapé? Alors, c'est vrai que nous, on a fait sans levée de fonds jusqu'à il y a 1 an. Donc, on a tenu 6 ans sans. Et en fait, c'est vrai qu'au démarrage, en fait, on a démarré avec un capital de 5 000 euros. On était 2 associés, donc on avait mis 2 500 euros chacun. Et en fait, au fur et à mesure, on a pris
On a testé, on a pris toutes les petites astuces qu'on pouvait. Alors maintenant, je le raconte. À l'époque, je ne pouvais pas le raconter. On était près d'Opéra et en fait, on mettait tous les ustensiles en ligne qu'il y avait dans les grands magasins, sans les citer. Et du coup, en fait, dès qu'on avait des ventes, on allait les acheter dans les grands magasins, on livrait nos clients et après, on se faisait livrer par nos fabricants et on se faisait rembourser. On gagnait rien, on perdait rien, mais ça nous a permis de tester. Et au fur et à mesure, effectivement, après, on a rentré nos fabricants, on a eu la logistique dans la cave chez mes parents. Et tout ça, en fait, ça nous a permis d'apprendre, parce que ça nous a permis quand même de tester le marché à moindre coût. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait démontré notre modèle, on s'est dit, bah oui, on va avoir besoin peut-être d'un peu plus d'argent, qu'on est allé chercher auprès d'un business angel en se disant, bah effectivement, maintenant, on a besoin de se développer, on a besoin peut-être de communiquer un peu plus. Et maintenant qu'on sait que notre modèle est viable et qu'on l'a testé, bah là, on peut le développer. On peut s'en sortir sans levée de fonds, mais il faut bidouiller quand même, j'ai l'impression. Faut bidouiller, mais l'entrepreneur, je pense, de base... C'est un bidouilleur. Bon, on va développer un peu tout ça avec nos prochains invités. Hélène, je crois que c'est le moment pour toi je vais te laisser la place. de quitter ce plateau. Aurélie, tu peux me rejoindre sur le canapé? Viens, et on va accueillir tout de suite Benjamin. Bonjour Benjamin. T'étais pas prêt à pitcher, je sens que là... Si, c'est bon. Alors, tu peux effacer le beau dessin d'Aurélie. J'en profite, si vous êtes là, si vous avez envie de pitcher votre business à la fin de cette émission, c'est possible, restez avec nous. Vous pourrez à votre tour prendre la craie. Allez Benjamin, lance-toi, c'est parti. Vous pouvez deviner dans le public, n'hésitez pas. Un bouquet de fleurs? Pas mal. Tout a été dit. Donc, bouquet de fleurs, plantes et décoration. Benjamin, je crois qu'il est temps de venir prendre le micro. Tu as gagné ta place sur ce plateau. Raconte-nous, de quoi s'agit-il? Bonjour. Alors moi, j'ai cofondé avec Ludovic, mon associé, Monsieur Marguerite, qui est une société, une start-up qui est un concept store végétal. On a démarré en tant que fleuriste, on est spécialisé dans la fleur. On fait maintenant de la livraison partout en France de plantes et d'accessoires de décoration, des vases, des cache-pots et tout ce qui va dans l'univers du végétal pour mettre dans notre quotidien et dans tous ceux des Français du végétal, un peu de nature, très bon pour le bien-être. C'est marrant, là on a tout l'univers de la cuisine et là on a tout l'univers du végétal. Pareil, ça manquait quand vous avez créé Monsieur Marguerite. Tu t'es dit, il n'y a pas un endroit où je peux avoir et le vase et la plante? Ouais, alors en fait, nous on est des pure players, donc on fonctionne uniquement en ligne. Et c'est vrai que c'est une offre qui a été l'univers de la fleuristerie de manière générale est un univers très traditionnel qui manquait de modernité. Et du coup, on a voulu remettre au goût du jour ce produit qui est extrêmement agréable à avoir chez soi et où on n'a pas encore l'expérience utilisateur, où on n'avait pas à l'époque l'expérience utilisateur satisfaisante, qu'on habite dans la banlieue de Dijon, à Paris ou en race campagne. Et le fait de digitaliser justement tout l'univers de la fleuristerie, c'est ça la modernité? Alors en fait, la modernité, elle est sur toute la chaîne de valeur, du design du bouquet, à l'offre produit, au service qu'on y apporte, et effectivement ensuite à l'aspect marketing et communication nécessaire à séduire un maximum de personnes. Ça fait combien de temps que vous avez créé Monsieur Marguerite, Benjamin? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui, tout à fait. Et comment ça s'est passé? Vous avez levé des fonds ou pas? On a fini par lever des fonds. On a fonctionné. Pareil, vous n'avez pas commencé avec ça quand même. Ouais, on a commencé avec nos 10 doigts chacun, et du coup on a grandi de cette façon-là, en mettant les mains dans le cambouis pendant très longtemps. Et ensuite, au moment où on avait notre proof of concept était faite, on avait une traction commerciale. On a décidé d'appuyer sur l'accélérateur, de s'entourer et du coup de faire une levée de fonds. Alors Benjamin, Aurélie, on va accueillir notre deuxième invité. Ali, bonjour. Alors Ali, je crois que tu as compris le principe. Tu peux effacer le dessin de Benjamin, tu peux aussi le garder, c'est comme tu veux. Non, le pauvre, trop de pression. C'est faire quand même. Hein. Un placard. On dirait des cases. Des cases. Des boîtes. Des casiers. On a entendu que des casiers, des boîtes.
Du rangement. Ah bah voilà, on a tout dit. Ah bah on a tout dit. En fait, on range les fleurs. Bah génial, génial. Voilà, des rangements sur lesquels on peut mettre des bouquets de fleurs. Voilà, et à l'intérieur, des ustensiles de cuisine. Ali, prenez le micro. Je sais plus si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Moi, je suis perdue. Tu peux me tutoyer. Ok, Ali, super. Raconte-nous. Comment s'appelle ta boîte? Alors, ma boîte s'appelle Shoji. Elle a été créée il y a un peu plus de 6 ans maintenant. C'est une boîte spécialisée dans le rangement et l'organisation de la maison. Donc, c'est pas que des boîtes. Vraiment, on vend plein de produits et accessoires et même des solutions modulaires pour aménager ses placards, sa cuisine, sa bibliothèque, pour toutes les pièces de la maison et pas uniquement, pour sa vie professionnelle, pour les voyages, vraiment tout. Levée de fonds, pas levée de fonds? Alors, au bout de un peu plus de 5 ans, c'est quasiment pareil qu'Aurélie. Donc 5 ans d'abord à essayer de travailler vraiment dans son coin, voir au maximum où on peut aller, avec des ressources vraiment 3 000 € de capital. Et puis au bout de 5 ans, lorsqu'on a vraiment créé quelque chose, une boutique qui commençait à bien tourner, là on est allé chercher des fonds pour essayer d'accélérer tout ça. Ok, super. Merci Ali. Allez, je propose à Thibaut, notre dernier invité, de se prêter au jeu du Pictionary. Ouais, là, tu as de la concurrence. Et en plus, il garde ni les fleurs ni les boîtes. Je sens que Thibaut est un créatif. Un homme. On entend Donald Trump. Il y a une clé, j'entends, il y a une clé. Location. Il y a une maison là. Une location. Airbnb. Il y a un peu de ça. Et lui, la gestion locative. Il voyage. Donc il loue son appartement. Exactement, il loue son appartement. Tu parles trop, Thibaut, tu parles trop. Viens t'asseoir. Allez, je Alors, vas-y, raconte-nous. Bonjour, Thibaut Martin. Bonjour, Thibaut. CEO et cofondateur de Smart Renting avec Théo et Romain, des amis de longue date. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on gère les appartements des étudiants et des jeunes actifs en mobilité. On leur propose de gérer leur appartement pendant leur absence en leur payant leur loyer pour qu'ils n'aient pas la contrainte de devoir rendre leur appartement ou payer un double loyer pendant leur absence. On s'occupe de tout, de l'accueil, du ménage, de la maintenance, du linge, pour pouvoir les laisser partir en toute sérénité pendant leurs projets de mobilité tels que des VIE, des road trips, des missions humanitaires et j'en passe. Donc c'est un Airbnb avec quelqu'un entre le particulier et le locataire, quoi. C'est une gestion d'appartement où on est partenaire de plateformes telles que Airbnb ou Booking.com. D'accord, vous êtes partenaire. C'est de la sous-location, en fait. On fait de la sous-location en toute légalité. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à convaincre les propriétaires que le locataire puisse faire ça en toute légalité en obtenant l'autorisation du propriétaire. D'accord. Et donc c'est une boîte qui a été créée quand, ça, Thibaut? Il y a 3 ans, on a fait nos 3 ans en septembre dernier. Donc on est assez fiers d'avoir passé ce cap-là. D'accord. Et laisse-moi deviner, vous avez levé des fonds récemment? Alors, comme mes compatriotes, on a mis un certain nombre de temps, donc 2 ans, où on a fait nous-mêmes les ménages, les accueils, les laveries et j'en passe. On a prouvé le concept, on a prouvé qu'on pouvait faire un business model rentable avant de lever des fonds. Donc on a levé des fonds il y a 1 an, un petit site de l'ordre de 500 000 €. Qu'est-ce que c'est quand on est jeune entrepreneur, qu'on décide de se lancer, de lancer sa boîte, qu'on a un projet, on en est convaincu? La question de la levée de fonds, à quel moment elle s'impose dans le processus de création? Dans mon cas, j'y ai absolument pas pensé au début. Vraiment, au début, c'était de lancer le truc avec les moyens du bord. De toute façon, je savais pertinemment que si j'allais chercher des fonds en n'ayant rien prouvé, ça allait être quasiment impossible. Donc, très concrètement, ça allait être de l'énergie perdue. Donc, l'idée, c'était de mettre toute l'énergie dans la création de valeur, dans les ventes, essayer de créer concrètement quelque chose. Et après, voir dans un deuxième temps. Au bout d'un moment, on s'en rend vite compte que c'est le bon moment. Et à ce moment-là, on enclenche tout pour aller chercher des fonds. Et on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais en tout cas, il faut bien créer le truc avant, quoi. Et puis c'est vrai que je rejoins Ali parce qu'en fait, quand on va chercher trop tôt et qu'en fait on n'a pas prouvé, on perd aussi en crédibilité. Parce qu'en fait, on va devant des gens et puis finalement, on ne sait pas complètement de quoi on parle parce qu'il faut passer un peu par toutes les étapes
de comprendre tous les métiers qu'on va avoir dans notre boîte à l'avenir. Et une fois qu'on sait un peu, qu'on a fait le tour du marché, qu'on connaît les métiers, qu'on sait vraiment où on va et qu'on a prouvé un peu on a prouvé un peu le concept, on y va, on est déjà aussi un peu plus sûr de nous. Et puis, si on est très honnête aussi, ça permet de un peu mieux négocier aussi lors des levées de fonds en disant, écoutez, j'ai déjà montré le concept, donc aujourd'hui, je viens de vous demander de l'aide, mais je sais ce que je fais, je sais où je vais, et j'ai déjà prouvé que ça marchait, donc il y a moins de risques. Juste pour ajouter quelque chose, avant Shoji, j'avais créé une boîte et on était incubé dans une école. Et j'avais un mentor et il m'avait dit à l'époque, tu auras un pouvoir monstre pour lever une fois que tu auras dégagé ton premier centime de bénéfices. Donc je me suis aussi toujours dit que j'allais pas commencer à aller chercher des fonds en étant déficitaire. Il fallait vraiment prouver quelque chose. Et puis une fois que j'ai été bénéficiaire, rentable, je suis allé chercher. Et en effet, le pouvoir de négociation est plus le même du tout. Benjamin, Thibaut, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je peux rebondir là-dessus, et ça fait la bonne transition. Nous, on était rentables sur nos 2 derniers exercices avant de lever des fonds, et ça a vraiment été une plus-value pour nous parce que finalement, on avait prouvé que notre business model était rentable, pouvait dégager de l'argent et qu'il n'avait pas forcément besoin d'un volume infini comme beaucoup de startups, et que intrinsèquement, le business pouvait dégager de l'argent. Et ça a été une forte plus-value dans la négociation pour la valorisation de la boîte et du coup la levée de fonds. Ouais, alors pour nous aussi, nous c'était un peu plus tard du coup, c'était en 2016, il y avait déjà beaucoup d'argent sur le marché, donc la levée de fonds a toujours été dans un coin de nos têtes, même si c'était pas la préoccupation, parce qu'on était préoccupés comme tous à développer notre activité. La rentabilité pour une jeune entreprise, c'est une question, c'est un Graal. Est-ce qu'on peut l'atteindre rapidement? On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que dès qu'on cherche à faire de la croissance, on n'a plus cette rentabilité, naturellement. Donc c'est là où la levée de fonds s'impose. En revanche, nous, on l'a vécu comme la levée de fonds devait nous servir à atteindre un objectif, mais n'était pas une fin en soi. C'est-à-dire que on a l'impression. Vous dites ça, mais vous y êtes tous arrivés. Bien sûr. Donc c'est un passage obligatoire. Parce qu'on peut, en fonction des objectifs, je te laisserai après Aurélie, mais en fonction des objectifs et de la maturité de l'entreprise, on ne finance pas des investissements, du besoin en fonds de roulement ou de la perte quand on est en train de grandir fortement de la même façon. Et financer de la perte, sauf erreur de ma part, moi je ne connais pas beaucoup de banques qui le font. Et malheureusement, du coup, il n'y a que des investisseurs privés ou fonds d'investissement ou équivalents qui le font. Donc c'est là où on est obligé d'y passer à un moment donné de la vie de la société. Souvent, ce n'est pas le cas tout le temps, mais il y a des petites astuces qui permettent de repousser au maximum cette étape, selon moi. Je pense que ça dépend aussi des objectifs, des métiers. Forcément, quand on est pure player, on a aussi de la concurrence. Donc, à un moment donné, pour aller plus vite et finalement être le premier sur un marché, on est obligé d'accélérer un peu. Et l'accélération, elle passe aussi par des équipes qu'on ne peut pas financer au démarrage, mais qui vont être financées peut-être 1 an ou 2 ans après. Et finalement, une levée de fonds, elle doit servir à ça. Effectivement, elle ne doit pas servir à payer de la communication, mais elle doit servir à se dire, bon, j'ai prouvé. Maintenant, pour être le premier sur mon marché, il faut que je multiplie par 2, par 3, par 10 mon chiffre d'affaires. Et comment je fais ? J'ai besoin d'équipes que je ne peux pas payer aujourd'hui parce que je n'ai pas, j'ai pas assez de cash. Et je vais chercher effectivement, alors souvent un investisseur privé parce qu'effectivement les banques ne financent pas ça. Et du coup, oui, pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, on va être effectivement, on risque de perdre de l'argent, mais c'est de l'investissement sur de l'humain pour pouvoir effectivement accélérer cette croissance. Je vais juste rajouter quelque chose. C'est aussi un choix sur le rythme qu'on veut de sa société. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a prouvé quelque chose et soit on veut vraiment accélérer ou soit on veut continuer de manière vraiment tranquille. Et il n'y a pas de bon parcours, hein, c'est vraiment un choix. Dans mon cas, c'est que j'avais ouvert une première boutique. Donc, j'étais un pure player pendant 4 ans. J'avais ouvert une première boutique qui, au bout d'1 an, était rentable. J'avais ouvert une deuxième boutique. Mais après, le choix était de me dire, est-ce que j'ouvre une boutique par an ou une boutique tous les 2 ans parce qu'il faut attendre d'avoir dégagé du résultat avec la première boutique pour aller rechercher un financement et de la dette auprès de la banque pour ouvrir une deuxième boutique, ou est-ce que j'essaie de viabiliser ce modèle en levant des fonds
et en ouvrant beaucoup plus de boutiques et en étant le premier sur le marché. Donc après, c'est un choix à faire et c'est un choix de rythme aussi. Thibaut, vous avez envie de rajouter quelque chose? Ouais, si on parle de choix, je pense que c'est un peu le scénario qu'on a eu avec Romain et Théo, mes 2 associés. Ça fait 2 ans que la boîte fonctionnait, elle fonctionnait très bien, et on s'est posé un jour et on s'est dit, on a un bijou entre les mains, ça avance pas assez vite, on a marre de faire joujou, on veut faire de Smart Renting une belle boîte, un leader français européen, et on s'est dit, on va lever des fonds, et c'est le meilleur moyen pour accélérer la croissance et aller chercher des clients. Et c'est là où on a eu le déclic de se dire, on fait une belle boîte, mais on veut faire une boîte magnifique, on veut faire une boîte qui peut devenir leader, qui peut dépasser les 100 millions de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui nous a permis d'aller vers la levée de fonds, où les partenaires bancaires ou les prêts d'honneur n'avaient finalement pas les moyens suffisants de nous accompagner sur ce type de financement, exactement de la perte, du BFR ou de la communication. En tout cas, quand on a cette ambition-là, la seule possibilité reste la levée de fonds. Aujourd'hui, sur ce type de risque en France, les banques, que ce soit les banques privées, la BPI ou les réseaux, ne nous permettent pas d'aller chercher ce type de financement autre que sur du financement privé tel que du seed ou du capital risque. Et alors, on constate qu'en France, quand même, il y a beaucoup de projets de création d'entreprises qui restent au stade de business plan, simplement pour des problèmes de solutions de financement. Quel conseil vous donneriez à des jeunes boîtes en peine, justement, face à cette problématique de l'argent qui est quand même primordial au moment de la création d'une boîte? Ne vous précipitez pas pour répondre, je sens la question. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'argent, il y en a. C'est juste qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs sont seuls. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est un peu l'erreur, je pense, qu'on fait quand on débute, mais parce que je l'ai faite aussi. Et que quand on crée sa première boîte, on se dit, bah, en fait, c'est mon idée, je reste dans mon coin, je vais en parler à personne parce qu'on va me l'appliquer. Et qu'en fait, il faut savoir s'entourer parce qu'il y a plein de réseaux pour les jeunes ou moins jeunes entrepreneurs, ceux qui débutent. Et du coup, il faut juste savoir s'entourer. Mais alors, l'entourage dont vous parlez, Aurélie, là, c'est l'entourage du style les réseaux divers et variés? Exactement. Ou alors c'est l'entourage proche? Ce sont les réseaux, c'est l'entourage proche, c'est des comptables, c'est des avocats. Enfin, c'est tout un écosystème parce que souvent, au début, on dit oui, c'est vrai que le comptable coûte cher, etc. C'est vrai. L'avocat coûte cher, oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils sont indispensables parce que c'est comme ça aussi qu'on fait des bêtises, c'est comme ça que on est mal conseillé aussi, qu'on peut aller dans le mur. Donc c'est vrai qu'il faut juste arriver à bien s'entourer. Et puis des réseaux, il y en a, des réseaux pour les entrepreneurs, il y en a. Il faut se faire entourer pour se faire aider et être bien conseillé et pouvoir aussi se faire aider financièrement si besoin. Et il y a plein de réseaux qui conseillent. Il y a la BPI, mais il y a du crowdfunding. On n'en a pas parlé parce que c'est vrai que nous, on n'y a pas. Je pense qu'aucun de vous y a fait appel, mais c'est vrai qu'il y a plein de moyens. C'est une possibilité au démarrage. Moi, je connais plein de boîtes qui ont fait appel au crowdfunding au démarrage pour lancer le projet, montrer que ça pouvait marcher. Et après, qui continuent seuls, parce que finalement, ça a suffi à lancer le projet, qui vont continuer peut-être avec une banque, avec un fonds. Il faut savoir s'entourer. C'est vrai que je pense que on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais je pense qu'il faut savoir bien s'entourer pour le démarrage, en tout cas. Je pense également que si évidemment on crée un business en ayant comme objectif premier à travers un business plan de dire mais je vais lever des fonds, ça va être très difficile. Et que aujourd'hui un business, le cœur du business c'est de vendre. Et il y a plein de solutions pour essayer de monter son truc sans forcément des financements dingues et de vendre. Je reprends l'exemple d'Aurélie parce que j'ai fait exactement la même chose, à savoir, nous en l'occurrence, on a du stock à financer. Donc Aurélie a commencé avec 5 000, j'ai commencé avec 3 000, donc on ne va pas aller très très loin avec des sommes comme pareil. Mais pareil, j'habitais à côté de grandes surfaces spécialisées, j'ai mis tout le catalogue rangement de cette surface spécialisée sur mon site internet et dès que j'avais des ventes, j'y allais, j'achetais le truc et j'allais l'expédier. Ça me coûtait 0 en stock, ça me prenait du temps forcément, mais j'avais pas besoin de financement. Et c'est comme ça qu'en rentrant du cash, on peut du coup financer. Alors c'est un process qui peut être un peu plus long, c'est certain, mais en fait on peut tout guérir avec des ventes, quoi. C'est ça le plus important à mes yeux pour
business, c'est de vendre. C'est ce que vous disiez en préambule de cette émission, en fait. Il s'agit de bidouiller, tout simplement. Exactement. C'est ça. Exactement. Benjamin, vous hochez de la tête. Vous êtes d'accord ? Il faut bidouiller et il faut jouer de certaines astuces. Alors là, Ali nous parle de stock, Aurélie nous en a parlé. Il faut aussi regarder qui sont ses clients. Est-ce qu'on est en B2C ? Est-ce qu'on est en B2B ? Essayer de jouer sur des contrats annualisés, sur des paiements upfront. Nous, par exemple, notre modèle, on est né sur le modèle de l'abonnement. Donc, quand on offrait une carte cadeau, on était en BFR très négatif, ce qui nous a apporté du cash et nous a permis de grandir de cette façon-là. Dans des activités B2B, il faut demander à nos partenaires de payer en avance, de payer... voilà. Et en fait, il y a plein de petites astuces comme ça, contractuelles, qu'il faut imposer dès le départ pour pouvoir arriver à son objectif. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a sur la levée de fonds et au début d'une entreprise, il n'y a rien de plus agaçant, ce qu'on a vécu nous avec Ludovic, d'entendre il y a plein d'argent, sauf que quand on se retourne, il n'y a personne qui en donne en fait. Mais c'est juste savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir ouvrir les bonnes portes, des gens qui connaissent le secteur dans lequel on travaille. C'est hyper important de les avoir en contact et de les avoir au quotidien parce que c'est eux qui vont donner les billes. On ne peut pas être omniscient, le nez dans son business pour faire grandir son chiffre d'affaires, pour essayer d'optimiser certaines choses et en parallèle aller chercher des fonds alors que oui, il y a de l'argent. Mais enfin, quand on envoie 100 prêts et qu'on a 2 retours, au bout d'un moment, le moral en prend un coup et c'est toute l'activité qui prend le reste. Donc savoir s'entourer, je reviens sur ce que disait Aurélie, c'est hyper, hyper important. C'est marrant parce que là, vous parlez avec votre expérience à tous. Est-ce que vous-même, vous parliez de la solitude et de l'importance de l'entourage, tous. Vous avez été coaché, accompagné par certains réseaux peut-être dont vous pourriez donner les noms pour les jeunes entrepreneurs ici qui ont envie de démarrer? Alors moi, je vais commencer par un je pense que certains connaissent assez bien. Il y a le MoveJ. Alors moi, c'est vrai que j'ai débuté j'ai débuté ma première société en même temps que le MoveJ, qui est le mouvement pour les jeunes entrepreneurs étudiants. Et en fait, j'ai été également mentorée par le MoveJ. Et en fait, à partir du moment où on est mentoré, alors il y a le MoveJ et puis il y a également l'IME avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui le font. Mais en fait, c'est important parce qu'à ce moment-là, on prend conscience, déjà qu'on a les mêmes problèmes que d'autres personnes. On se sent souvent un peu seul. On a l'impression que tout nous tombe sur le dos, mais en fait, tout le monde vit un peu la même chose que nous. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre du recul, c'est énorme parce qu'en fait, on a la tête dans le guidon tous les jours. Et d'avoir quelqu'un qui nous fait poser les bonnes questions parce qu'il n'est pas là pour nous conseiller. Ça, c'est un point très important parce que souvent, on se dit il va me dire finalement la solution miracle pour que j'ai une boîte qui fonctionne du feu de Dieu. Non, pas du tout. Ça. Il n'est pas là pour ça. Il est là juste pour nous faire réfléchir ce qu'on n'a pas le temps de faire. Mais même encore aujourd'hui, du coup, alors on appelle ça des mentors, mais on a des personnes à qui on prend du temps une fois par mois pour se dire où on en est dans l'activité, puis on nous fait poser des questions en fait sur lesquelles on se dit cette question et qui va nous faire réfléchir et qui va nous permettre d'avancer. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose d'important, d'indispensable presque. Ouais. Chez nous, chez Smart Renting, on a eu la chance d'être accompagnés dès le début. Donc, pour la petite histoire, j'ai réussi à négocier dans mon ancienne fac, l'IUT de Descartes, un bureau où ils ont ouvert le starter. Donc, c'était un petit incubateur où on a été accompagné pendant 1 an. Après, on a eu la chance de rejoindre Paris & Co et Station F. Et tout récemment, on est rentré à l'IME, justement, qui est l'Institut Mentorat, mentoré par Alexandre Fontaine, le CEO et cofondateur de Voyage Privé. Et c'est vraiment un endroit magnifique où on apprend, où on échange, où il y a de la bienveillance. Et exactement, en fait, finalement, ces personnes-là nous permettent de nous mettre face à nos réalités, nous poser les bonnes questions. Et c'est vraiment un endroit exceptionnel où on peut grandir et accélérer notre croissance. Tous les deux, Benjamin, Ali? Moi, j'ai été également accompagné du MoveJ. Pour la petite histoire, on a passé en même temps, on a pitché en même temps, mais vraiment l'un après l'autre. Et donc, du coup, j'ai eu un mentor pendant 1 an. Et comme le dit Aurélie, l'idée, c'est pas qu'ils nous disent ce qu'on a à faire. L'idée, c'est qu'on puisse sortir la tête du guidon de temps en temps, prendre un peu de hauteur et puis réfléchir à des problématiques auxquelles on n'avait même pas pensé. Vous n'aviez pas forcément pensé au départ, quoi. C'est poser des questions continuellement et nous faire réfléchir au-delà de nous donner des conseils. Le véritable Graal, en fait, c'est l'accompagnement. À vous entendre, c'est par là que ça commence. Très clairement.
Merci beaucoup à tous les quatre. Avant de nous séparer, on va terminer avec une petite séance de pitch. Mais oui, déjà, je vois un candidat qui vient et revient depuis 2 jours et il vient jamais au bon moment, le pauvre. Et là, il est là. Je te propose... Je crois on accueille Jafar. Voilà, je suis contente de participer. Je t'explique pas le principe, je pense que tu as vu et revu. Ouais, ok, vas-y, c'est parti. Vous pouvez jouer, vous pouvez essayer de deviner. S'il y a d'autres candidats, n'hésitez pas. Alors, un collier, une médaille, champion, ok, coupe. Maison, une équipe de champions. Une famille. Une mini-équipe de football. La maison des... Ah oui. Des collaborateurs. Des collaborateurs, j'entends. Sportif. Tu parles. C'est interdit. C'est interdit. Une collaboration entre des entrepreneurs et des champions. Faire en sorte que les collaborateurs fassent du sport. Ça Génial. Est-ce que, Aurélie, tu peux me prêter ton micro? Ah, pardon. Donc, j'explique rapidement ce que c'est. Alors, moi, je m'appelle Jafar, je suis CEO et cofondateur de Street for Fit. Et en fait, on met en relation des sportifs de haut niveau issus de quartiers éloignés de l'emploi avec les salariés des entreprises pour de la qualité de vie au travail, le bien-être en entreprise et en gros la cohésion. Et en même temps, tout en ayant un impact social. Donc aujourd'hui, on travaille avec des grandes boîtes comme Renault, Saint-Gobain ou encore Doctolib, des boîtes un peu plus petites, mais on fait quand même du sport. Et de manière générale, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer finalement une impression de mettre le salarié quelque part au centre de l'équation. Parce que finalement, si on est plus heureux, on est plus productif, donc beaucoup plus intéressant d'un point de vue entreprise. Et en même temps, intéressant d'un point de vue RSE, parce que du coup, on permet l'inclusion sociale des plus éloignés. Et on fait intervenir des champions qui finissent par faire des emplois précaires et en fait qui sont brillants dans leur sport respectif. Donc voilà, on crée ce lien-là. Et alors les champions viennent dans les entreprises pour délivrer des cours de sport? C'est ça. Alors en fait, on fait des cours de sport et des team building. Nous, notre but, c'est pas de faire juste des cours, mais plus de faire vivre une expérience particulière avec un multimédaillé, avec un champion de boxe, etc. Et vraiment faire vivre toute une expérience d'un point de vue sport, d'un point de vue nutrition et d'un point de vue développement personnel. Donc en gros, vraiment mettre la qualité de vie au travail avec un high-end level, disons. Et alors, c'est quoi la partie la plus difficile de votre boîte? Est-ce que c'est de convaincre les sportifs de venir dans les entreprises ou c'est de convaincre les entreprises de faire appel à des sportifs? Alors clairement, c'est de convaincre plus les entreprises parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs dans la QVT, dans la qualité de vie au travail. Maintenant, nous, on essaie de se positionner vraiment dans la qualité et de faire intervenir des champions. Et là, tout de suite, ça leur vend du rêve. Ils disent, super, une journée avec Aurélien Duarte, par exemple, qui est 7 fois champion du monde en Muay Thai. Tout le monde adore et c'est génial, quoi. Merci beaucoup, Jafar, d'être venu sur le plateau de We2Biz pitcher ta boîte. Merci. Est-ce que... Oui, on me dit dans l'oreillette on accueille Véronique. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, Véronique, est-ce que je vous explique le principe? Non. Oh voilà, c'est parfait. On n'a plus besoin d'expliquer, je ne sers plus à rien. On peut deviner aussi dans le public. Hein. Je m'approche, je menace. J'en profite pour vous dire que c'est potentiellement la dernière émission de la journée. Donc, c'est le moment ou jamais de pitcher. Voilà, venez conclure en beauté le plateau de We2Biz. Alors, Véronique... Un livre sur les femmes, moi je dirais. Femme qui écrit un livre. Ah bon. C'est bon. Alors, vous avez un micro juste là. Alors, vous êtes venu équipé. C'est pas grave. Alors, je m'appelle Véronique Hermann-Fleury. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne l'écosystème innovation, des startups, des fonds, des PME. Et j'ai écrit l'année dernière un ouvrage avec d'autres co-auteurs qui s'appelle « Le marketing des startups ». Donc c'est une boîte à outils avec des cas concrets, avec des exemples de startups, des vraies startups qu'on a accompagnées. Et en fait, ça fait un peu, c'est indispensable pour les startups. Est-ce que je crée ma boîte? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des clients? Quelle stratégie je mets en place? Quelle est ma vision? Quelle taille de marché? Est-ce que je m'attaque plutôt au B2B ou alors au B2C? Au B2C plutôt l'automobile ou plutôt tel marché? Donc vous aidez les jeunes entrepreneurs à se poser les bonnes questions au moment de la création d'entreprise. Exactement. Et en fait, ce livre permet d'accompagner les entrepreneurs dans toutes les étapes.
sur la définition du marché, sur la stratégie, sur l'optimisation de l'offre et également sur la partie plan de lancement. Donc je vous recommande ce livre, il est donc le marketing des startups, 29 € ou en numérique à 19 €. Et j'ai des petits échantillons pour ceux qui veulent. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup Véronique. Est-ce que nous avons d'autres pitchers? Non. Non, mais écoutez, la journée va s'achever avec vous, chers amis. Alors Aurélie, merci beaucoup. Merci. Aurélie, fondatrice de masspatule.com. Donc on peut retrouver tous les ustensiles liés à l'univers culinaire. Sinon, en ligne. vous me le dites. Hein. Voilà. Benjamin, Monsieur Marguerite. .com aussi. .com aussi. Tout l'univers de la fleuristerie en ligne. Tout l'univers du végétal, des fleurs, des plantes et tous les accessoires qui vont avec. Donc là, pour une chouette déco à la maison. Génial. Vous pouvez faire la cuisine, la déco. Avec vous, Ali, on refait les placards. Pas seulement. Rangement, l'organisation, l'optimisation de l'espace. Vraiment tout. Avec Shoji, la rangitude. D'ailleurs, c'est shoji.com. Shoji.fr. Ah, shoji.fr. Non, mais ça va pas, Ali, là. C'est un violoniste c'est ma conclusion. Et alors, vous, Thibaut, on vous retrouve sur Smart Renting pour de la sous-location légale. Smart-renting.com. Pardon. Juste pour faire une exception. Oui, on aide les étudiants et jeunes actifs à garder leurs appartements pendant leur projet de mobilité. Voilà. Merci beaucoup Thibaut, Ali, Benjamin et Aurélie d'avoir été avec nous sur ce plateau. On conclura finalement ce salon des entrepreneurs avec ça. Je trouve que c'est une belle conclusion de dire que le commencement doit se faire par l'accompagnement. Non, entrepreneurs, vous n'êtes pas seuls. Exactement. J'espère que vous avez bien entendu le message. Quant à nous, on se retrouve peut-être à Lyon en juin, sinon l'année prochaine à Paris. C'est une certitude. C'est bizarre de finir un salon des entrepreneurs. On va dire que peut-être on se retrouve tout à l'heure, au cas où. Dans le doute, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la page Facebook de We Do Biz. Merci.